Il n'y a pas de salle à manger. Sœur Ross prend ses repas ici ou bien dans son bureau. Sophia examina l'armoire à épices et demanda en s'efforçant de prendre un air détaché. Est-ce que Sœur Ross est un bon maître ? Oh, oui, mademoiselle. Même si parfois il est un peu bizarre, Sœur Ross est capable de travailler plusieurs jours d'affilée sans prendre un vrai repas. Parfois, il s'endort sur son bureau au lieu de regagner son lit pour une vraie nuit de repos. Pourquoi travaille-t-il autant ? Personne ne le sait. Et il se peut que Sœur Ross lui-même l'ignore. Il paraît qu'il n'était pas comme ça avant la mort de sa femme. Elle a succombé en couches. Depuis, il est très distant ? Oui, distant et un peu froid. Le nul ne s'accorde aucune faiblesse et ne s'intéresse qu'à son travail. Peut-être se remariera-t-il un jour ? Élisa haussa les épaules. Ça, il y en a plus d'une qui aimerait lui mettre le grappin dessus. Elles viennent le voir sous tous les prétextes possibles et imaginables. Par exemple, elles lui demandent d'aider leurs œuvres de charité ou alors elles se plaignent des pickpockets. En vérité, elles essaient d'attirer son attention et plus il se montre indifférent, plus elles insistent. On l'a surnommé le moine de Bow Street, murmura Sophia. Cela signifie-t-il que jamais elle s'interrompit en rougissant. Ça, il n'y a que lui pour le dire, fit Élisa d'un air pensif. Ce serait quand même dommage un si bel homme. Puis, elle découvrit ses dents gâtées dans un sourire et ajouta « Moi, je crois qu'un jour, il y en aura bien une qui saura y faire. » Oui, songea Sophia avec une satisfaction secrète. Moi. Elle mettrait un terme à la vie de moine de Sœur Ross en commençant par gagner sa confiance, puis son amour, si tout allait bien, et elle s'en servirait pour le détruire. Les nouvelles allaient vite dans Bow Street. Ross ne fut pas surpris d'entendre frapper à sa porte peu de temps après le départ de Sophia. L'un de ses adjoints, Sir Grant Morgan, pénétra dans son bureau. « Bonjour, Canon », lança-t-il, ses yeux verts pétillants de gaieté. Marié depuis peu, Morgan nageait dans le bonheur. Les autres enquêteurs l'enviaient, tout en s'amusant de voir leur collègue jadis stoïque, éperdument amoureux de sa petite femme rousse. Avec son mètre 98, Grant Morgan était l'un des rares à obliger Ross à lever les yeux pour le regarder. Orphelin, ancien vendeur de poissons à Covent Garden, Morgan s'était engagé dans la police à 18 ans. Il était rapidement en grade, jusqu'à ce Ross le remarque et l'enrôle dans les runners. Cette brigade spéciale de policiers hors pair qu'il avait créée. Récemment, il avait été nommé au poste d'adjoint du juge. Morgan était un homme bon, posé et intelligent, l'un des rares êtres en ce bas monde en qui Ross avait une entière confiance. Morgan se laissa tomber sur un siège, de l'autre côté du bureau, et posa sur Ross un regard spéculatif. « J'ai aperçu mademoiselle Sidney », commença-t-il. « Vickery m'a dit qu'elle était ta nouvelle assistante. » Naturellement, je lui ai répondu qu'il devait se tromper. Pourquoi ? Parce qu'une femme ne peut convenir à ce poste, et encore moins une femme aussi séduisante. Sa présence à Bow Street serait une pure folie, et comme je ne t'ai jamais vu agir inconsidérément, j'ai soutenu à Vickery qu'il était mal renseigné. Ce n'est pas le cas. Il a raison, Morgan. Scruta son supérieur avec curiosité. Elle sera quoi ? Une secrétaire archiviste ? Elle prendra les dépositions des voleurs, des bandits de grand chemin, des prostituées, et des en quelque sorte, le coupa sèchement. Ross Morgan haussa ses épais sourcils. Je ne sais pas si tu te rends compte que tous les hommes qui mettront le pied d'ici, y compris les runners, vont lui tourner autour comme des mouches. Elle ne pourra même plus travailler. Sa présence sera une source de problèmes, tu le sais. Il s'interrompit un instant avant d'ajouter négligemment. J'aimerais surtout savoir pourquoi tu l'as engagée, cela ne te regarde pas. Mademoiselle Sidney est mon employée. Je l'ai engagée parce que j'avais absolument besoin de quelqu'un, et quiconque l'importunera aura affaire à moi. Morgan l'observa d'un air dubitatif qui ne fit qu'accroître son énervement. Tu es bien susceptible sur le sujet ? Je ne suis pas susceptible, nom d'un chien. Morgan grimaça un sourire. Je crois bien que c'est la première fois que je t'entends jurer. Canon Ross comprit trop tard ce qui amusait son adjoint. La façade dépourvue d'émotion qu'il arborait d'ordinaire s'était craquelée. Il luttait sans grand résultat pour masquer son impatience, pianotant sur le bureau.
Morgan ne put s'empêcher de glisser un autre commentaire, assorti d'un large sourire. Bon, il y a un point que personne ne contestera. Elle fait un clerc bien plus joli que Vickery Ross, le foudroya du regard. Morgan. La prochaine fois que je chercherai un employé, je m'efforcerai de trouver une vieille bique ratatinée, affublée de grandes dents, pour te faire plaisir. À présent, si cela ne t'ennuie pas, nous pourrions parler d'autre chose, peut-être même de travail, mais certainement, en fait, je venais t'apporter le dernier rapport sur Nick Gentry Ross. Plissa les yeux. De tous les criminels qu'il désirait épingler, juger et faire pendre, Gentry arrivait en tête de liste. Un cas très particulier, tirant profit d'une loi qui offrait des récompenses à tout citoyen susceptible d'appréhender un bandit de grand chemin, un voleur ou un déserteur. Nick Gentry et ses hommes avaient ouvert un bureau à Londres où ils s'étaient établis comme privés, des chasseurs de brigands professionnels. Quand Nick Gentry attrapait un hors-la-loi, il percevait non seulement une commission sur la condamnation, mais également le cheval du brigand, ses armes et son argent. S'il mettait la main sur un butin volé, il encaissait en plus pourcentage sur la valeur des marchandises. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à réunir des preuves suffisantes contre un voyou, ils en fabriquaient. Ils allaient jusqu'à pousser des jeunes à commettre des méfaits uniquement pour leur mettre la main dessus et toucher des primes. Nick Gentry était à la fois admiré et respecté par la pègre dont il était le roi incontesté. Son bureau était devenu le rendez-vous de tous les criminels de renom du royaume. Il était coupable de corruption, de fraude, de vol et même de meurtre. Le plus insensé était qu'on le tenait à Londres pour une bienfaiteur. Les petits garçons rêvaient de lui ressembler. Les femmes de toutes conditions étaient attirées par son physique étrange. « J'aimerais bien le voir se balancer au bout d'une corde, celui-là. Dis-moi ce que tu as. » Nous savons, grâce à plusieurs témoignages, que Gentry prévoit de faire évader 3 de ses hommes de Newgate. Le clerc a déjà recueilli 2 dépositions dans ce sens. Ross se figea tel un prédateur qui vient de déceler l'odeur d'une proie des plus convoitées. Amène-le-moi. Et vite, il faut le prendre par surprise. Morgan acquiesça, sachant que si Gentry flairait le moindre danger, il disparaîtrait aussitôt dans la nature. « Je suppose que tu veux l'interroger toi-même ? » ?»« Oui, » répondit Ross. En général, il laissait ce soin au très compétent Morgan. Mais Nick Gentry était en cas à part. Il le considérait comme son ennemi personnel. Il déploie tant beaucoup d'efforts pour le faire tomber et comptait bien réussir. « Très bien, » acquiesça Morgan, en dépliant des longues jambes. « Je le mets aux arrêts, dès qu'on l'aura localisé. Je lance immédiatement Sayer et G sur l'affaire. » Il s'interrompit, et un petit sourire adoucit un instant ses traits anguleux. Si toutefois ils ne sont pas trop occupés à butiner autour de ton assistante, Ross retint à grand-peine une réplique cinglante. Lui d'ordinaire si pondéré se sentait prêt à sortir de ses gonds à l'idée que ses collaborateurs puissent importuner Sophia Sidney. « Si jamais l'un de mes hommes ou n'importe quel agent de terrain ennuie mademoiselle Sidney, il le paiera cher. Fais passer le message, tu veux ? » « Très bien, » dit Morgan, en pivotant pour sortir. Ross eut cependant le temps de voir son air narquois. « Qu'y a-t-il de si drôle ? J'étais en train de me dire que tu risquais de regretter de ne pas avoir engagé une vieille bique ratatinée avec de grandes dents. » Après avoir dîné, Sophia défit ses bagages dans la chambre qu'on lui avait attribuée au premier étage. Une petite chambre meublée simplement, mais propre, et dotée d'un lit confortable. Elle offrait en outre un avantage des plus appréciables. Sa fenêtre donnait sur le bureau de canon. En cet instant, sa silhouette se découpait à la lumière de la lampe. Il se leva pour aller chercher un livre sur les étagères. Il était tard, et il aurait dû rentrer depuis longtemps, ou du moins être en train de déguster un bon repas meilleur que ce ragoût insipide qu'on lui avait servi. Après s'être mise en tenue de nuit, Sophia retourna à son poste d'observation, derrière sa fenêtre. Penchée sur son bureau, Canon se frottait le menton. Elle songea à tout ce qu'Élisa et Lucie lui avaient raconté à son sujet. Les bavardages des domestiques étaient toujours fort instructifs. Sir Ross était autant apprécié pour ses qualités humaines que critiqué pour sa sévérité. Il était le magistrat le plus puissant d'Angleterre et agisse également en tant que conseiller auprès du gouvernement.
Ces hommes employaient des méthodes de travail modernes, reposant sur des principes scientifiques, ce qui lui valait l'admiration tout autant que la méfiance de certains. Il n'était pas rare que ces enquêteurs résolvent des affaires criminelles en examinant des dents, des cheveux, des balles ou des blessures. Ces techniques dépassaient quelque peu la jeune femme, mais elles semblaient efficaces. En tout cas, les domestiques et les collaborateurs de Sir Ross le tenaient tous en haute estime, et Sophia en conclut malgré elle qu'il n'était sans doute pas l'être vil qu'elle avait imaginé. Cela dit, cette découverte ne changeait en rien ses projets de vengeance. D'ailleurs, c'était sûrement parce que Ross appliquait la loi à la lettre, quelles que soient les circonstances, que son frère était mort. Cette pensée réveilla sa colère. Qui était cet homme pour décider de qui devait mourir ou pas? Pourquoi s'appuyait-il sur certains faits plutôt que d'autres? Était-il donc infaillible, si sage et si parfait qu'il ne pouvait pas se tromper? Il devait le croire, en tout cas, l'arrogant personnage. Pourtant, l'indulgence avec laquelle il avait accueilli le récit de sa brève histoire d'amour l'a laissé perplexe. La plupart des gens auraient condamné sa conduite, estimant qu'elle s'était comportée comme une dévergondée et qu'elle avait mérité son sort. Sir Ross, lui, s'était montré compréhensif, allant même jusqu'à admettre que lui aussi avait commis des erreurs. Troublée, elle écarta spontanément le voilage pour mieux le voir. Comme s'il avait senti son regard, Ross tourna brusquement la tête. Elle n'avait allumé ni lampe ni bougie, mais la lumière de la lune suffisait à l'éclairer, et il vit aussitôt qu'elle ne portait qu'une mince chemise de nuit. Sir Ross était un gentleman. Il aurait dû se détourner immédiatement. Au lieu de cela, il la contempla avec intensité, tel un loup fixant un lapin imprudent qui se serait aventuré un peu trop loin de son terrier. Malgré son vif embarras, elle prit le temps de soutenir son regard, comptant les secondes en silence. 1, 2, à 3. Elle recula lentement et laissa retomber le rideau. Les joues en feu, elle s'aperçut que loin de se frotter les mains d'avoir suscité son intérêt, elle se sentait affreusement mal à l'aise, presque apeurée comme si son plan de le séduire pour causer sa perte risquait d'entraîner sa propre chute. Comme chaque matin après ses ablutions, Ross revêtit sa tenue habituelle composée d'une veste de couleur sombre et d'un pantalon gris. Après avoir noué sa cravate de soie noire sur sa chemise blanche, il se brossa soigneusement ses cheveux. Un dernier coup d'œil dans le miroir lui apprit que ses cernes étaient plus prononcées que d'habitude. Il avait passé une mauvaise nuit. Sophia n'avait cessé de le hanter, et l'idée qu'elle dormait à 2 pas n'avait rien arrangé. Depuis qu'il l'avait aperçue à sa fenêtre, ses longs cheveux d'effet ruisselant en boucles légères presque irréelles dans sa chemise de nuit diaphane, au clair de lune, elle n'avait pas quitté ses pensées. Galvanisé par cette apparition, il imaginait son anatomie sous le fin tissu, et son sang courait plus vite dans ses veines tel du vif argent. Se reprenant avec humeur, il se promit de mettre un terme à ses rêveries nocturnes. Il ne chercherait plus à l'apercevoir à sa fenêtre et travaillerait sérieusement, comme à son habitude, sans se laisser distraire.